Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille Louis Grenier. Louis Grenier, c'est un Français qui est établi à Dublin et qui est le présentateur d'un podcast en anglais qui s'appelle Everyone Hates Marketers, donc tout le monde déteste les marketeurs, et sur lequel il a interviewé pas mal de gens bien connus, notamment Seth Godin, André Chaperon, des pontes un petit peu du milieu marketing américain. Dans cet épisode, on va discuter avec lui de comment est-ce qu'il a établi ce positionnement différent, ce positionnement clivant, comment est-ce qu'il a trouvé cet excellent titre dans le domaine du marketing, comment est-ce qu'il se différencie, comment est-ce qu'il fait pour inviter des gens bien connus et passer sur son podcast avec un email extrêmement minimaliste de une seule ligne. On va parler de comment est-ce qu'il prépare ses émissions. On va parler plus largement de la stratégie de carrière d'un créateur de contenu qui n'a pas le feu aux fesses pour quitter son job. Parce que Louis, aujourd'hui, travaille dans une boîte qui s'appelle Hotjar, qui est un logiciel bien connu pour avoir des analytics et pour optimiser vos pages. C'est un logiciel qui est souvent utilisé quand on fait de l'optimisation des conversions. Et lui travaille chez eux. Et son podcast, c'est un projet qu'il fait à côté. Et je voulais savoir comment est-ce que lui réfléchissait à la question de « j'ai un job qui fonctionne, à terme, j'ai envie de faire une boîte, mais j'ai pas envie de brûler les ponts et de me tuer à la tâche pour me dire il faut que je monte ma boîte ou que je crève. » Et donc, comment est-ce qu'il fait la transition? Comment est-ce qu'il construit graduellement, brique par brique, son podcast à côté en se disant un jour, le podcast et le business qui en découle sera suffisamment gros, mais je suis pas pressé, mais je vais le construire et je vais le construire bien et je vais le construire selon une certaine vision, un certain code de l'éthique qui, bien sûr, lui tient particulièrement à cœur puisque c'est l'essence même de son podcast et de la manière dont il se positionne. Avant d'entrer dans l'épisode, je rappelle pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore inscrits à mon mix du lundi que chaque lundi, j'envoie une newsletter avec la compilation des meilleures idées, des meilleurs liens sur la persuasion, le marketing, la productivité et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Cette newsletter, elle est envoyée chaque lundi matin avec mes réflexions sur tous ces sujets. Si ça vous intéresse de la recevoir, vous pouvez vous inscrire sur marketingmania.fr/mix. Et donc, sans plus de transition, je vous propose d'écouter ma conversation avec Louis Grenier. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du titre de ton podcast? Pourquoi est-ce que tu l'as, comment ça s'appelle? Pourquoi est-ce que tu l'as appelé comme ça? Et parle-moi un peu de la philosophie et des idées qui sont derrière. Alors, ça s'appelle Everyone Hates Marketers, ce qui en français veut dire tout le monde déteste les marketeurs ou les marketeux. Et j'aimerais bien te dire que c'est moi qui ai trouvé le nom, parce que je suis un génie et que c'est comme ça, mais en fait, non, c'est pas moi. En fait, tout a commencé il y a quelques années où j'avais ma propre agence marketing en optimisation de la conversion et j'organisais des événements. J'ai organisé 2 événements à Dublin, où j'habite maintenant depuis 10 ans. Pour les entrepreneurs ou les bootstrappers, donc les personnes qui en fait qui commencent des entreprises sans avoir de financement extérieur. Et en fait le format c'est que j'interviewais une personne pendant 1 heure. Donc en fait micro ouvert, chacun avait un micro. J'étais debout, la personne était debout, et puis il y avait une soixantaine de personnes dans la salle. Et je faisais payer genre 10 €, un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Et à la fin, il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils aimaient bien la façon dont j'interviewais les gens. Ils avaient trouvé ça intéressant. Et moi, ça m'a surpris. Je pensais pas que dès les premières séances d'interview que j'allais faire en live en plus, que les gens allaient trouver de l'intérêt. Et donc ça m'a poussé à dire attends, je vais pas faire ça que dans des événements physiques. Je vais commencer à interviewer des marketeurs ou des entrepreneurs qui suivent un peu la philosophie que j'ai, et pour voir où ça va. Et donc j'ai enregistré 10 interviews sur Skype. Et je me suis rendu compte qu'en fait que toutes les interviews, je posais les questions genre un peu bien cyniques, bien controversées. Enfin, genre j'ai vraiment envie d'aller voir dans les fondations du marketing, dans la façon dont ils faisaient les choses. C'est quoi une question cynique que tu poserais sur une interview de ce type-là? Je sais pas si cynique, je sais pas si l'adjectif il est vraiment à propos à 100%, mais en fait, je prends jamais ce que les gens me disent pour argent comptant et j'aime toujours gratter. J'aimerais savoir pourquoi les gens disent quelque chose. Donc en fait, la question la plus cynique que j'ai, c'est pourquoi. Et donc quand je pose 5 fois la question pourquoi, en général, on arrive à la vraie vérité. Ce que les journalistes font, d'ailleurs, je vais pas dire que je suis un journaliste, loin de là, j'ai pas de formation ou quoi que ce soit, mais je sais que les journalistes sont en école de journalisme en particulier, ils apprennent à jamais prendre la première réponse pour argent comptant et toujours gratter plus loin. Ce que tu viens de faire d'ailleurs. Donc pour revenir à l'histoire de Everyone Hates Marketers, en fait, ça a commencé par ça. J'avais des 10 interviews enregistrées. Et il y avait un thème qui commençait à surgir. C'était vraiment le thème du no bullshit. Tu vois, pas de bullshit, pas de
pas de conneries. Tu pourras enlever ça si tu veux dans l'enregistrement. Vraiment aller à la fondation du marketing, à la source, les humains, quoi, les gens qui achètent. Il y a que ça c'est ça la fondation même du marketing. Marketing, quoi, le marché. Et donc, en fait, j'ai commencé à poster sur Slack en disant, bon, bah, j'ai quelques interviews, je vais peut-être lancer un podcast. Voilà la vision du truc. J'ai envie de promouvoir un marketing honnête, humain, tout en en générant des revenus. Et il y a quelqu'un sur Slack que je connaissais pas qui m'a donné le nom, quoi, qui m'a dit, bah, Everyone is Marketer, ça m'a l'air pas mal. Et j'étais, ça m'a choqué, quoi, d'avoir un titre là, ça m'a pris au trip, quoi. Je me suis dit, attends, là, c'est risqué, il y a quelque chose d'intéressant, là. Et j'ai hésité, hein, à lancer avec ce nom, parce que je me disais, attention, c'est risqué quand même, tu vois, j'avais les papillons dans l'estomac, quoi. Et je l'ai fait, je le regrette pas. Mais voilà, j'aimerais te dire que c'est moi qui ai trouvé l'idée parce que je suis un génie, mais loin de là. Mais ça, c'est l'une des leçons aussi que j'ai apprises, hein. C'est que tu peux jamais rien faire tout seul et que les gens, ton marché, les gens, tes clients, etc., ont énormément d'idées, ont énormément de choses à apporter si tu poses les bonnes questions. C'est vraiment un excellent titre pour un podcast de marketing. Mais là où je voudrais te creuser avec toi et essayer de comprendre un peu, c'est que quand j'ai fait les recherches et quand j'ai vu le document qu'on avait préparé sur toi, c'était vraiment, ouais, Louis, il a vraiment un positionnement unique, super clivant, de marketing non bullshit et honnête. Je me suis demandé, mais c'est qui le mec qui a le podcast, ouais, je te fais un podcast sur le marketing pas honnête et super bullshit, tu vois. J'ai l'impression que tout le monde te dit, moi, je fais du marketing non bullshit, super éthique, etc. Et tout le monde te dit ça. Et finalement, tout le monde se trouve un peu du même côté de la pierre et tu sais pas vers qui il se pose et en opposition de qui il se pose et qui est de l'autre côté de cette pièce. Et je serais curieux de t'entendre un peu parler de ça, de comment tu définis, par exemple, je sais pas si tu as un exemple de qu'est-ce que c'est que ce à quoi tu t'opposes ou quel est le type de personne, tu vois, vers qui toi tu t'opposes, parce que ce positionnement, il fonctionne, tu vois, si vraiment il y a une réaction à ce qu'il y a en face. Mais comme personne se revendique du truc d'en face et tout le monde se revendique un peu du même camp, alors avec des vrais et des faux, comment est-ce que tu te différencies de tous les autres qui se revendiquent du marketing honnête? Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est l'un des trucs que j'ai remarqué, c'est que j'ai du mal à trouver qui que ce soit qui n'est pas d'accord avec ce que je dis. Et alors que c'est ça qui est assez marrant. Mais j'ai posté un truc il y a pas longtemps, une phrase sur LinkedIn il y a pas longtemps et ça il y avait pas mal de personnes qui ont commenté, donc je me suis dit qu'il y avait du vrai là-dedans. J'ai dit que tout le monde croit au marketing éthique jusqu'à ce qu'ils soient sous pression pour atteindre leurs objectifs. Et en fait, je pense que ça marche pour énormément de choses dans la vie en général. Donc, les politiciens qui se revendiquent, y a aucun politicien qui vont dire qu'ils sont racistes ou il y a aucun politicien qui vont dire que c'est des ordures, des vraies ordures. C'est pas comme dans les films de super-héros où tu auras le vilain d'un côté, et puis de l'autre côté le super-héros. Et ça, je pense que c'est juste parce que les gens ont besoin d'un rationnel, de se raconter une histoire avec laquelle ils peuvent vivre. Et qu'en fait, même les marketeurs qui sont pas honnêtes vont toujours trouver à se donner des excuses en disant ah mais c'est pas super honnête, mais c'est pas non plus malhonnête. Et puis de toute façon, faut bien que je vive. Puis de toute façon, faut bien que nos employés vivent. Donc faut bien qu'on fasse des ventes, tu vois. Donc en fait, le rationnel va toujours revenir à des trucs assez pour se rassurer, quoi, et pour se dire qu'en fait non, c'est pas si mal que ça. Il y a pire que nous, tu vois, tous ces raisonnements un peu en interne. Donc oui, tu as tout à fait raison. Il y a personne qui va se revendiquer marketeur malhonnête. En revanche, moi je veux dire l'ennemi numéro un, c'est pas une personne en général, c'est une idée, c'est tout ce qui touche au growth hacking et toutes ces conneries qui pullulent dans le domaine du marketing depuis quelques années maintenant. Tous ces raccourcis qui font croire qu'en fait tu peux avoir une croissance 3x par mois juste en utilisant ce petit truc magique qui te permet de gagner en croissance. Et ça, il y en a énormément qui le croient, spécialement des gens qui commencent dans le domaine. Et je leur en veux pas, hein. C'est normal de commencer par le truc le plus facile. Mais malheureusement, le marketing et convaincre les gens de faire quelque chose que tu veux qu'ils fassent est beaucoup plus compliqué qu'un petit truc à faire sur ton tunnel de conversion, par exemple. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais je ne sais pas exactement si je lirais ça à l'éthique. De toute manière, moi, j'ai un problème avec les histoires d'éthique et de morale, etc., qui est qu'en fait, en gros, chacun définit sa petite morale pour que
toi, tu sois parfaitement dans le clair, mais tous les autres qui font des trucs que toi, tu fais pas, ils soient, tu vois, c'est un peu, ou dès que je parle sur ma chaîne YouTube de quelqu'un, euh, pour dire que cette personne fait bien du marketing, tu vas avoir des gens qui débarquent dans les commentaires en disant, mais non, c'est de la merde, c'est que du marketing, regarde ça, tu vois, où chacun, en gros, définit le truc. Et donc, il y a des gens pour qui, en gros, si tu fais une pub ou si tu fais un truc ou si tu fais un produit ou si tu es un YouTuber et tu prends un sponsor pour payer ton truc, tu es un vendu, tu es un pourri parce que tu devrais le faire pour le love, tu vois. Et j'ai l'impression que les gens ont une capacité incroyable de pouvoir redéfinir l'éthique non seulement pour que eux, ils soient toujours dans le blanc, mais en plus pour que tous les autres soient dans le noir pour encore mieux te faire ressortir, tu vois, jusqu'à aller. Bah, moi, le cas, par exemple, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, tu vois. Une de mes vidéos les plus populaires, c'est sur un YouTuber qui s'appelle Thibaut InShape. Je sais pas si tu as déjà vu passer cette vidéo sur ma chaîne, sinon je te redonne le contexte. En gros, Thibaut InShape propose à ses abonnés de le payer, on va dire 32 euros pour avoir une vidéo dédicacée de genre 30 secondes. Il fait hey, salut Stan, joyeux anniversaire, big up, vas-y, continue à faire du sport. Allez, bye bye. 30 secondes, 32 euros. Question, à ton avis, par exemple, est-ce que c'est éthique? Est-ce qu'il devrait être critiqué pour ça? Est-ce qu'il ne devrait pas le faire? Tu vois, ce serait quoi ton analyse sur ce sujet-là? Ouais, et pour revenir à ce que tu dis avant, en fait, sur l'éthique, etc., je suis tout à fait Oui. d'accord avec toi. Et c'est pour ça que ce qu'il faut que je dise ici, c'est que moi, je suis pas un chevalier blanc. Tu vois, je suis pas Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. J'en ai fait des conneries et j'en ferai encore. Sur le marketing, il y a des trucs dont je suis pas forcément à 100% fier. Au début de ma carrière, je travaillais pour une startup et on faisait des trucs dans le référencement qui n'étaient pas forcément top, quoi, tu vois, du keyword stuffing, là, enfin, tu vois, des mots-clés à fond dans les pages. Je suis loin d'être parfait, mais je pense que juste avoir au moins une philosophie en tête, Mhm. une définition du marketing qui est fait que, genre, Yes. il faut comprendre, c'est comprendre les gens tellement bien que tu peux leur donner ce dont ils ont besoin quand ils ont besoin, sans forcer, quoi, qu'ils viennent vers toi. Avoir juste une philosophie de vie comme ça et de carrière, ça t'aide à te diriger vers une direction qui est pas trop mal. Mais après, c'est évident que tu peux pas être parfait et tu feras des erreurs et t'apprendras, voilà. Donc moi, je suis pas là pour juger les autres. Mais je pense qu'il y a quand même une autre façon de voir les choses que du truc genre le growth hack où tous les mois, tu as un nouvel outil qu'il faut utiliser. Genre, c'est fatigant moralement, ça use. Et il vaut mieux se focaliser sur les gens qui, eux, ne changent pas, même malgré les nouvelles technologies. Pour revenir à ta question, voilà, je suis pas là pour juger ce que cette personne fait. Je pense que tout le monde a besoin de vivre et que si les gens sont prêts à payer quelque chose en échange d'un service ou d'un produit et surtout, je pense que c'est ça qui est important et qu'ils ne le regrettent pas la minute d'après, je pense qu'on est bon, quoi. Il n'y a pas de souci. Les gens sont quand même libres de faire ce qu'ils veulent. Et moi, je pense que c'est ça la définition. C'est est-ce que est-ce que quand tu achètes quelque chose, est-ce que quand toi, marketeur, tu vends quelque chose, est-ce que tes clients le regrettent juste après? Est-ce qu'il y a genre, est-ce que tu t'es senti un peu souillé, quoi? Ou est-ce que t'as aucun regret, t'adores le produit et tu penses même pas que t'as été marketé, quoi? C'est juste, c'est parfait, t'adores ça, il y a pas de souci. Et je pense qu'elle est là la limite entre les deux. Après, la limite, elle est pas forcément très très facile à définir certaines fois, mais je pense qu'elle est là la limite en général. C'est intéressant parce que sur ces questions d'éthique, évidemment, enfin, moi, je reviens sur le fait que c'est important d'avoir ta propre ligne directrice et savoir ce que tu veux faire et ne pas faire. Et c'est important de l'avoir défini. Et c'est aussi important d'en parler, tu vois, parce que c'est aussi comme ça que tu apprends et que tu comprends, que tu te construis une philosophie. Même si, pour moi, c'est souvent difficile de dire, OK, la ligne, elle devrait être là. Et toute personne qui franchit cette ligne, il peut pas. Tu vois. Et moi, il y a un côté où je sais même pas vraiment différencier mon éthique et mon image de marque. C'est-à-dire ça, je le ferai pas. Mais est-ce que je le ferai pas parce que c'est mal fondamentalement et toute personne qui le fait est un pourri, ou est-ce que je le fais pas parce que je pense que j'ai pas envie de le faire à mon audience? Tu vois? Et est-ce que je peux faire cet exercice mental en me disant, si c'était une autre personne qui avait une audience différente et une relation avec son audience, est-ce qu'il pourrait le faire? Et je me dis, ouais, peut-être. Tu vois? Et donc, du coup, c'est important d'avoir cette espèce de code ou de ligne directrice. Mais pour moi, en fait, ça se réenglobe dans le marketing, tu vois. C'est l'image que les gens vont avoir de toi et l'image que tu vas donner aux gens. Et c'est vrai que du coup, il y a des entreprises qui n'ont pas forcément autant conscience de cette relation avec leur audience. Peut-être qu'ils ont, tu vois, plus ta relation, c'est du court terme. Moi, c'est des relations de très long terme, tu vois. Je veux que les gens me suivent pendant 10 ans. Je sais que ça va leur prendre peut-être des mois ou des années d'acheter quelque chose ou peut-être qu'ils vont jamais rien acheter. Donc, j'ai une relation de très long terme. Mais imagine maintenant, tu vends, je sais pas, un truc genre un supplément alimentaire ou un truc. Enfin,
marque de supplément alimentaire, tu veux que les gens reviennent, mais tu vends un truc à la con, un truc en dropshipping que les gens vont acheter une fois, ils vont jamais se souvenir du nom de ton site. Est-ce que la structure, tu vois, de l'incentive ici sur le marché, elle n'est pas de te dire, bah voilà, il faut que tu fasses ce qui fonctionne et puis finalement te faire guider par les décisions des gens derrière, ou alors sortir du marché et arrêter de faire du putain de dropshipping. Ouais. Bah oui, mais je pense, chacun est libre d'avoir une ligne directrice, mais je pense que la majorité des gens ne le font pas, ils ne s'assoient pas au moins 10 minutes devant une page blanche en disant voilà, c'est ça, c'est les choses que j'accepte de faire et ça, c'est les choses que j'accepte pas de faire. Et la raison pour laquelle j'aime bien dire les choses à haute voix comme ça, là, tous ces principes premiers du marketing que j'essaie de prôner dans le podcast et que mes invités le font aussi, c'est que justement quand les objectifs sont difficiles à atteindre, quand tu commences à sentir que c'est pas bon pour l'année niveau revenu, etc., quand tu commences à savoir que tu vas peut-être pas pouvoir te payer le salaire que tu veux, etc., c'est là où en général on passe un peu dans le dark side, tu vois, dans le et du marketing, et c'est là où on commence à enfreindre nos principes. Mais je pense que s'ils sont écrits, s'ils sont clairement définis, il y a beaucoup moins de chances que ça soit fait. Et moi, il y a énormément de fois dans ma carrière, même récemment, moi je travaille encore pour une boîte logicielle qui s'appelle Hotjar. Et il y a plusieurs fois, on a des questions comme ça qui arrivent, genre, surtout à la fin de chaque trimestre, on se dit ah putain, les objectifs vont pas être atteints, qu'est-ce qu'on fait? Et à chaque fois, je me pose ces questions-là et il y a des débats et je suis fier de dire que la majorité du temps, on va pas du tout, on n'en parle même pas quoi de ce genre de technique à court terme, etc. Donc ouais, je pense que quand c'est écrit, quand c'est défini, c'est beaucoup plus simple parce que ça te permet de prendre une vraie décision morale en disant bon bah voilà, on va dépasser la ligne qu'on a dit qu'on n'allait jamais franchir. Mais si tu l'as pas écrit, c'est quand même beaucoup plus difficile et c'est là où tu peux justifier des actions qui sont pas au top. Donc c'est non seulement une question d'image de marque, comme je disais tout à l'heure, mais c'est aussi vraiment une question de culture, d'avoir défini à l'avance quelle est ta culture, quelle est ton entreprise, est-ce que l'entreprise va faire ou pas, et en fait de dire que c'est beaucoup plus facile de décider ce que tu vas pas faire plutôt que de décider ce qui est dans l'absolu inacceptable. Tu vois, tu peux dire ok, ça on va pas le faire parce qu'on a décidé qu'on n'allait pas le faire et puis voilà, la décision a été prise et on a posé un truc sans vraiment avoir besoin de savoir si dans l'absolu ce truc-là fonctionne, et puis peut-être tu vois si dans d'autres marchés il fonctionnerait ou pas. Moi par exemple dans mon marché, tu vois, ce serait extrêmement bizarre je sais pas, de rappeler les gens agressivement, tu vois. Genre tu fais sonner le téléphone des gens pour les rappeler, je me dis mais non, mais là c'est totalement abusé, on pourrait pas faire ça. Est-ce que ça veut dire que dans aucun cas on peut le faire? Tu vois, par exemple récemment j'étais en train de chercher une maison, quand un agent immobilier te rappelle, tu vois, tu trouves pas ça bizarre. Mais si Marketing Mania te rappelle pour te vendre sa formation, c'est un peu pushy, tu vois. Et je pense que cet élément de contexte qui est de dire, voilà, OK, on va essayer de définir un code de la manière dont nous, on fait du business, effectivement, ça aide. Et le fait que ce soit écrit, c'est cette idée que tu peux beaucoup moins facilement faire bouger les lignes dans ta mémoire quand c'est écrit et quand tu l'as défini en avance. Alors que quand c'est dans ta tête, tu peux toujours redéfinir le truc pour que, en fait, bah non, c'est bon. Alors que si c'est écrit noir sur blanc, et plus c'est simple, probablement plus c'est compliqué de le contourner, quoi. Si tu as marqué quelque part, on fait pas de, je sais pas, on fait pas de pub pushy sur tel ou tel réseau. C'est assez clair. Tu vois, si tu commences à le faire, tu te dis bon voilà, je peux pas. Peut-être que je vais passer du dark side, mais je peux pas me voiler la face dessus. Mais c'est un autre exemple qui me fait faut penser à ça, tu vois. Chez Hotjar, par exemple, on fait des publicités sur Facebook. Et enfin, quand je dis on, c'est l'équipe marketing. Moi, je suis pas responsable de faire des publicités sur Facebook. Et c'est une question, moi, que j'ai posée ouvertement en interne en disant, est-ce qu'on veut faire des publicités sur Facebook? Est-ce qu'on veut supporter le système de Facebook qui est responsable qui a facilité le génocide dans un pays en Afrique centrale, je vais pas me souvenir. Enfin bon, Facebook, attention, leurs pratiques sont l'indécétique. Il y a un employé il y a très récemment qui a démissionné
de Facebook ouvertement en disant qu'il fallait faciliter les rhétoriques racistes de certaines personnes. Et donc voilà, je posais la question, est-ce qu'on va continuer à leur donner de l'argent? Et la décision a été prise de continuer. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais voilà, il y a des besoins de l'entreprise. Mais c'est là où ma propre ligne directrice, je sais que je ferai pas ça à ma propre mère, disons. C'est le genre de truc que j'aime garder en tête. Et voilà, il y a des gens qui ont une ligne directrice différente. Je suis pas là pour les juger. Chacun fait ce qu'il veut. Mais avec le podcast et les invités que j'aime avoir, j'essaye juste d'avoir voilà une certaine ligne directrice, une certaine façon de voir les choses. T'es pas obligé de suivre tout à 100%, mais je pense que ça te guide vers une direction qui est un peu meilleure pour l'esprit. Parlons du coup de ce podcast. Donc, tu le fais en anglais. Tu interviews des anglophones, notamment pas mal de marketeurs célèbres. André Chaperon, Seth Godin. Il me semble que tu avais eu le gars de Basecamp, etc. Comment est-ce que tu choisis les invités sur le podcast? Comment est-ce que tu décides je vais avoir telle ou telle personne? J'aimerais bien te donner une réponse hyper sophistiquée. Je vais te dire, c'est à l'ancienne, c'est-à-dire que au début, j'avais une liste de personnes que j'aimais bien, donc je les ai invitées, et certaines qui ont dit oui, certaines qui ont dit non. Et puis après, j'ai plutôt suivi les recommandations des gens. Donc j'ai une liste Excel, et en fait, dès que quelqu'un me dit ah bah tu devrais écouter cette personne, tu devrais interviewer cette personne-là. En général, je regarde qui ils sont et puis je les invite. J'essaie d'avoir un mix de diversité, pas trop mal quoi. J'essaie d'avoir un mix niveau consultant, pas consultant, parce qu'il y a beaucoup de consultants qui veulent parler sur le podcast. Donc j'essaie de garder les choses un peu comme ça, mais honnêtement, je suis pas, voilà, je le fais plutôt à l'ancienne, au feeling un peu. Et si j'avais plus de temps à passer dessus, je pense que je ferais ça un peu plus scientifiquement. Mais pour l'instant, j'ai choisi d'y aller à l'ancienne parce que je me suis rendu compte que les gens, en fait, s'en fichent du type de personnes que j'interviewe. Ils ont l'air d'aimer n'importe quelle interview quand la personne est ouverte et donne des trucs qui sont intéressants. Les gens aiment bien, donc je me force pas trop à essayer de trouver l'ordre parfait ou les invités parfaits. Je le fais un peu au feeling. Donc, tu choisis des gens qui t'intéressent personnellement et avec qui tu aurais envie de parler de toute manière. Ouais, voilà, c'est ça. Je reçois, ça doit être pareil pour toi. Enfin, je reçois pas mal d'emails toutes les semaines de pitch pour être sur le podcast et je refuse 99% du temps. Et puis une fois sur 100, il y a quelqu'un d'intéressant qui vient. Donc là, bah, je peux les interviewer. Et puis voilà, la majorité du temps, c'est des recommandations, quoi. Tu as pas mal de gens connus sur le podcast. Comment est-ce que tu convaincs ces gens de venir sur ton podcast? Donne-nous un peu l'idée parce que sur le marché anglophone, il y a vraiment quand même des podcasts qui sont assez énormes en termes d'interviews. Donne-nous un peu l'idée de comment toi, tu te situes sur ce marché global en termes de podcast. Tu es un gros podcast, tu es un moyen podcast, tu es un petit podcast. Et comment est-ce que tu vas faire comment est-ce que tu vas faire pour convaincre des gens qui, pour le coup, sont des gros noms de venir chez toi? C'est quoi ton pitch? Comment est-ce que comment est-ce que tu accroches leur attention? Eh ben, je pense que j'ai pas envie de faire le biais du survivant. Donc, c'est-à-dire, j'ai pas envie de. C'est facile en fait, d'avoir du succès sur certains trucs et ensuite de revenir en arrière dans ma mémoire en disant, bah, c'est pour ça que ça a marché. Donc, je veux juste faire attention à cette réponse-là. Mais il me semble, et ça a marché énormément de fois pour moi dans d'autres projets que j'ai fait chez Hotjar ou personnellement ou avant dans ma carrière. Je pense que c'est l'un des principes premiers, que moi j'ai dans le marketing et que j'essaie de prôner sur le podcast, c'est le positionnement. Et absolument, c'est critique. C'est l'une des phases les plus critiques du marketing. Le positionnement, c'est de savoir quel est le marché qu'on veut avoir, quoi. Quelle est leur valeur, quelles sont les choses dont ce marché sont d'accord et les choses ils sont pas d'accord, quels sont leurs ennemis, etc., etc. Et quels sont quels sont les bénéfices qu'on leur donne, et puis quelle est la chose qui nous permet d'avoir quelque chose d'un peu nouveau, quelque chose que les gens vont regarder en se disant attention, il y a quelque chose de nouveau là, j'ai envie de regarder parce que c'est intéressant, c'est original, etc. Le positionnement, enfin moi je le vois comme une sorte de packaging, tu vois, si tu peux imaginer les boîtes de céréales. Positionnement, c'est ça, quoi. C'est le packaging, c'est le visuel, c'est la copie, c'est le message, c'est les bénéfices qu'il y a sur la boîte, c'est cet ensemble global qui te permet d'avoir quelque chose qui est cohérent et qui donne envie aux gens de regarder ou de lire, etc.
Et je pense que la raison pour laquelle j'ai réussi à avoir, par exemple, Seth Godin 2 fois sur le podcast, je vais publier une seconde interview bientôt, alors que le mec est quand même, bon, il est connu c'est assez difficile à se mettre en contact avec lui. Son email est sur son site, hein, c'est facile de lui envoyer un email, mais c'est difficile d'avoir quelque chose en retour. Il va te répondre en général, mais en général, il va dire non à quoi que ce soit. Et ben, c'est justement, je pense, grâce au positionnement. Et il me l'a dit d'ailleurs après, quoi, c'est que avoir un positionnement bien clivant comme ça, bien un peu cynique, un peu voilà, un peu contrarian comme ils disent en anglais, enfin tu vois, qui va contre au lieu d'aller sur les sentiers battus, tu vas un peu ailleurs. Ça, je pense que ça a permis de le convaincre. Et la façon dont j'invite les invités, c'est simple. J'envoie une ligne par email, c'est tout. Je dis Hey Mark, would you like to be on my podcast fighting against marketing bullshit? C'est tout. Donc j'envoie juste une petite ligne en disant est-ce que tu voudrais être sur mon podcast qui combat la bullshit dans le marketing. Et voilà, soit ils disent oui, soit ils disent non. Mais en général, enfin là maintenant, je pense que la majorité disent oui parce qu'ils connaissent peut-être le podcast et puis aussi parce que soit ils sont super d'accord avec le positionnement, soit ils sont vraiment contre. Mais il n'y a pas de juste milieu, quoi. Donc, une autre approche sur ces emails d'outreach, ça serait d'avoir de la preuve sociale, voilà combien j'ai d'écoutes, voilà combien j'ai d'évaluations, voilà toutes les autres personnes connues qui sont passées sur mon podcast, voilà ce que ça peut t'apporter et patati et patata. À ton avis, l'email d'une ligne fonctionne mieux? Est-ce qu'il fonctionne mieux dans l'absolu? Est-ce que c'est juste que ça colle mieux avec ton positionnement? Est-ce que tu trouves ça plus éthique de ne pas avoir à te vanter de toute la preuve sociale que tu as? Comment est-ce que tu réfléchis au copywriting de cet email d'accroche? Ben, j'ai commencé par ça parce que parce que je suis feignant et quand je me suis rendu compte que ça marchait, j'ai continué. J'ai pas essayé d'avoir des emails plus longs, mais la façon dont je pense au truc, c'est que c'est par phase, quoi. J'ai pas envie de tout leur donner maintenant parce que ces gens-là sont occupés, ils ont d'autres choses à faire. Et je pense qu'une ligne, au moins, je sais que j'ai une chance d'avoir 100% de mon email qui est lu. Mm-hmm. Et il y a pas mal de gens ensuite qui répondent en disant oui peut-être, mais est-ce que combien t'as d'écoutes ou voilà. Et je réponds juste une ligne. Donc ça permet d'avoir une conversation. Et puis je pense que niveau en biais psychologique, le pied dans la porte, quoi, le fait d'avoir une réponse de leur part déjà, je sais qu'il y a plus de chances qu'ils disent oui après, plutôt que de lire un long email et se dire bon je lirai plus tard ou je répondrai plus tard. Ouais. Et dans ce cas-là, tu mets le lien vers ton site dans l'email ou pas? Des fois, je mentionne le podcast par nom, je mets pas de lien, ou des fois, je mets le lien, ça dépend. Ok. Donc, tu vois pas, du coup, la stratégie, c'est pas qu'eux, ils cliquent sur le lien par curiosité et qu'ils découvrent tout ce que tu as fait sur Google, le site directement. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a pas mal qui cherchent sur Google. Et encore une fois, moi, j'ai la chance d'avoir. Bon, le podcast est super niche, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens où j'envoie des emails. Ils sont en général, ils sont au courant du podcast, ils ont entendu parler. C'est l'avantage aussi d'avoir un nom qui est extrêmement mémorable. Celui-là déjà. Ouais. Qui fait partie du positionnement, quoi. Et encore une fois, c'est pour ça c'est facile de moi de dire ça 4 ans après en disant ah bah le nom en fait c'était partie d'une stratégie de positionnement hyper poussée. Non, tu vois, c'était pas si clair que ça, mais j'ai eu de la chance et ça il faut le mentionner aussi. Beaucoup de gens qui vont parler dans des interviews comme ça en regardant positivement sur le passé, en fait en joignant des points qui sont pas forcément joignables et se dire que en fait le succès c'était hyper planifié, etc. Non, pour moi c'était pas. Déjà, bon, je vais pas dire que j'ai du succès, je vais juste dire que oui, j'ai un podcast qui est écouté un peu, mais et puis surtout que c'était pas une partie d'une grosse stratégie de positionnement, mais que j'ai eu de la chance le premier coup. Enfin, pas le premier coup, non, j'ai eu de la chance avec ce podcast-là. Et mais voilà, quand tu regardes ça, ouais, je me dis qu'en fait, grâce au positionnement, grâce au nom mémorable, grâce aux emails d'une ligne, grâce à la façon dont j'interviewe, ben tout ça a eu un effet qui a permis le podcast d'être connu. Parmi les podcasteurs qui font des interviews, il y a différentes écoles. Comment est-ce que toi, tu abordes le fait de faire des interviews? Comment est-ce que tu les prépares? Ben ça, c'est pareil. Je suis assez feignant. Donc, je fais peu de préparation. J'écris une petite intro. Bien sûr, je regarde qui ils sont, mais j'y passe pas non plus des heures. En général, je les connais, ou j'en ai entendu parler, ou tu vois, ou j'ai lu un de leurs bouquins, donc j'ai pas besoin de préparer énormément. Et ce que j'aime faire, c'est en fait, je leur donne du travail. Donc, je leur demande quel est le sujet primordial que tu voudras
dont tu voudras parler sur le podcast. Et donc, je leur Donc, tu demande. leur envoies un document à remplir? En fait, c'est sur Calendly. Donc quand ils choisissent le temps et la date du podcast, je leur pose une question. Quel est le sujet hyper spécifique et hyper pratique dont tu es expert, dont tu voudrais parler sur ce podcast-là? Donc, je les fais bosser. Et honnêtement, après, moi, la façon dont j'interviewe les gens, c'est littéralement, j'ai une conversation avec eux parce que je suis curieux de savoir comment ils font cette chose en particulier. Donc, j'aime au début les premiers épisodes, et ça, j'ai beaucoup appris grâce au feedback que j'ai reçu. Les premiers épisodes, je commençais traditionnel, donc je parlais de qui ils sont pendant 15 minutes au début, en disant alors donne-moi ton parcours de A à Z, tu vois, j'allais sur tous ces trucs bateaux. Et puis à la fin, tu vois, les genre 15 dernières minutes, il y avait un peu de temps pour faire des trucs bien pratiques, genre étape par étape, etc. Et j'ai reçu du feedback en disant, la majorité des gens me disaient, mais en fait, tout ce que tu dis à la fin, j'aimerais bien que ça soit en fait tout l'épisode et que t'évites de trop parler de qui ils sont, parce qu'enfin, moi je m'en fous personnellement un peu de qui ils sont, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, ça a évolué comme ça. Et maintenant, en fait, je leur demande de choisir un sujet hyper pratique. Et ensuite, on va direct sur le sujet. J'ai la chance, grâce à l'expérience marketing que j'ai, ça fait presque 10 ans maintenant que je suis dans ce milieu-là, d'avoir une connaissance large du domaine. Je suis pas un spécialiste de beaucoup de trucs, mais je connais le marketing en général, quoi. J'ai quelques connaissances là-dessus. Donc, ça me permet de suivre, en fait, la discussion et juste de poser des questions, gratter. Et en général, j'ai une question écrite. En fait, sur mon truc de podcast, j'ai un document ouvert. Donc là, comme on est là, on se voit. Et puis sur la gauche de mon écran, j'ai un petit document avec mes notes. Et en général, il y a une seule question, c'est explique-moi comment tu fais le sujet que tu as choisi. Et ensuite, c'est pourquoi. Oui, mais comment tu fais ça? Attends, on va revenir en arrière. Mais comment tu fais ça? Et je gratte quoi, pendant 1 heure. Qu'est-ce que les gens ils viennent chercher quand ils écoutent ton podcast? C'est quoi le résultat ou l'émotion que tu veux que les gens ressortent? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a un côté court terme qui est plutôt ils veulent savoir comment faire quelque chose, étape par étape. Bien, tu vois, genre si tu veux savoir comment écrire une étude de cas client en détail, j'ai interviewé par exemple la Head of Marketing at Notion, qui est une ancienne journaliste, etc. Donc on parle de ça pendant 1 heure. Donc là, il y a pas mal de gens qui vont là-dessus, qui écoutent pour ça. Donc là, je pense que l'émotion principale là, c'est plutôt pour se sentir un peu, pour avoir de la clarté, savoir quoi faire, ne pas être embourbé dans une situation où ils ne savent pas par où commencer. Ça, c'est le premier. Mais la seconde émotion, je pense que c'est plus long terme. C'est quelque chose qui arrive, et je reçois pas mal d'emails là-dessus. Une fois que tu as écouté plusieurs épisodes, c'est le fil rouge un peu du podcast. Le fait que les gens glanent au fil des interviews, des quelques principes premiers, quelques fondations qu'on essaie de distiller, et ils commencent à avoir, ce que j'aime bien entendre, c'est que les gens commencent à avoir une sorte de confiance en eux qu'ils n'avaient pas avant. Ils savent maintenant qu'il y a une direction qu'ils peuvent prendre, qui n'est pas là pour essayer de truquer les choses ou d'essayer de convaincre les gens d'acheter des produits qui sont nuls ou quand les gens vont regretter. Et ils ont une sorte de confiance en eux, de clarté, de tranquillité qui leur permet d'aborder le marketing de façon un peu plus sereine et pérenne. Et donc voilà, je pense que ça, c'est les deux trucs qui ressortent. Quand tu parles de confiance en eux et de tranquillité, c'est parce que autrement, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils sont obligés de faire ce compromis. Toi, tu leur dis, ben non, tu n'es pas obligé de faire ce compromis. Tu peux être éthique et à la fois quand même gagner ta vie. Et c'est ça la confiance que tu leur donnes. En fait, c'est la confiance qu'il y a une voie qui est différente et qui fonctionne. Oui, et en fait, ce que j'entends beaucoup, c'est que les gens ont une narrative interne qui est vraiment là-dessus, en disant voilà, moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'honnête, etc. Et ce que je vois autour, les marketeurs ceux qui sont les plus vus sont en général ceux qui aussi parlent de trucs un peu quand même qui sont un peu discutables. Et ils sont pas forcément d'accord avec ça, mais vu qu'ils voient que ces personnes-là, ils se disent parce que c'est la norme, mais en fait peut-être que marketing c'est pas pour moi. Donc quand ils écoutent le podcast et quand ils écoutent ces personnes-là sur le podcast en disant bah en fait ouais je promo ces growth hacks et tout ça parce que les gens me demandent, mais en fait non, j'y crois pas trop, tu vois. Ils se rendent bien compte qu'il y a une autre façon de faire les choses. Et voilà, c'est tranquillité, mais tranquillité dans la définition du stoïcisme un peu, c'est tranquillité de savoir que peu importe ce qu'il arrive, on ne sait pas exactement quand le succès arrivera, mais un jour ou l'autre il arrivera. Il faut juste se focaliser sur la direction et les principes qu'on a dans notre tête, quoi.
Comment est-ce que tu as réfléchi au départ de ton podcast sur la question de l'accent en anglais? Est-ce que ça t'a Ça, c'est bloqué? pareil. Est-ce que ça t'a fait peur? Non. Tu t'en foutais? Eh ben, ouais, en fait, ça fait 10 ans, presque 10 ans, non, ça fait 10 ans maintenant d'ailleurs, que j'habite en Irlande. Et tu vois, les commentaires sur mon accent, c'est bon, quoi, je les ai entendus. Euh, mais les Irlandais sont quand même sympas et ils se moquent pas. Et euh, et j'ai compris en fait très vite que mon accent français c'était une identité quoi, de marque Mm. dans un milieu hyper américain, hyper anglophone avec les accents qu'on connaît bien des séries télé. Le fait d'avoir un accent bien franchouillard euh, sur un podcast dans un marché américain, ça m'a permis tout de suite, en fait, les gens sont connectés là-dessus. Les emails que je recevais, c'était genre bonjour, bonjour au début. Ils parlaient de mon accent français. Enfin, tu vois, tout de suite, j'ai compris qu'en fait, ouais, les gens prenaient ça comme quelque chose d'unique, quoi, qu'ils aimaient bien. Tant que j'arrive à prononcer les noms, les Ouais. mots correctement, je pense que les gens s'en foutent un peu. Mais non, ça m'a jamais, en fait, ça m'a jamais trop fait peur, surtout au début. Mais je me souviens, surtout au début, j'ai reçu pas mal d'emails de Français qui travaillent à l'étranger en disant bah, ça m'a donné confiance en moi, ça m'a fait penser que je pouvais aussi faire quelque chose dans le marché anglophone alors que je suis français. Les Français ont quand même, je pense, surtout dans le marché de marketing, une vision d'eux-mêmes qui est pas top. Enfin, où ils se disent que les Américains sont meilleurs ou sont plus avancés, etc. Mais moi, voilà, si tu écoutes ce podcast maintenant, je te dis que si tu es français et que tu as envie de t'améliorer en anglais, tu peux. Et tant que tu te fais comprendre, il n'y a pas de souci, quoi. Mm. Je pense qu'il y a une vraie différence entre la prononciation et l'accent. Ou si tu prononces les mots n'importe comment, personne ne comprend ce que tu racontes. Mais si tu as un accent, les gens le sauront, quoi. C'est assez difficile pour un Français d'avoir un accent où on peut pas entendre que tu es au moins. Moi, les gens savent plus vraiment exactement d'où je suis, mais ils savent que je suis de quelque part. C'est genre. Ouais, ouais. Parce que mon accent est assez mixé parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à l'étranger. Notamment, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger à parler à des gens qui n'étaient pas non plus des anglophones. Donc, mon accent est vraiment mixé, mais ça ne sera jamais, tu vois. Enfin, les gens vont jamais penser que je suis né au Texas, tu vois. Euh, mais il y a une grande différence entre, tiens, j'entends que ce mec, il est un peu étranger et je comprends pas ce qu'il raconte. Et ça, j'en avais discuté avec notamment Alexandre Corbon, qui est un gars qui avait une grosse chaîne YouTube en France, qui est parti aux États-Unis et il a refait une grosse chaîne YouTube en anglais. Et en fait, il disait que les gens l'écoutaient en anglais, mais il a juste fallu qu'il réapprenne vraiment la prononciation et dire les trucs correctement, tu vois. Et il passera jamais pour un Américain ou enfin peut-être pas sans avoir, je sais pas, un coach hollywoodien qui l'accompagne, mais fondamentalement c'est pas le plus important. À partir du moment où les gens peuvent comprendre ce que tu racontes. Exactement. Mais c'est comme c'est Arnold Schwarzenegger, par exemple, qui a toujours un accent après des dizaines d'années passées aux États-Unis. Il a toujours un petit accent, tu vois, et sa voix est reconnaissable. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial. Et ça, c'est une leçon aussi que j'ai apprise au fur et à mesure de ce podcast-là, c'est qu'en fait, il faut vraiment être à l'écoute de ce que les gens reconnaissent vers toi, tu vois. Les choses, Mhm. en fait, les choses que tu prends toi pour argent comptant, parce que tu es toi-même et tu te connais, etc., tu prends toutes les choses que tu fais pour argent comptant, mais ce que les autres ne prennent pas pour argent comptant et remarquent comme quelque chose d'un peu original. Et ça, voilà, l'accent, tout de suite, j'ai su, attention, faut que je continue de pousser avec mon accent Ouais. français, il n'y a pas besoin Il voilà. faut Le bonjour, l'exagérer. bonjour, Hello, welcome pas to my forcément. podcast. Non, ça, tu vois, non, mais je me suis dit, j'ai pas besoin non plus d'essayer de l'enlever, quoi, tu vois. Ouais. Le bonjour, bonjour, au début, je sais pas pourquoi j'ai commencé à dire ça, mais en fait, au début de chaque épisode, je dis bonjour, bonjour and welcome to Everyone Hates Marketers. Mais Ouais. tout le monde s'en souvient. Et ça, c'est deux trucs où je me suis dit, attention, là, ouais, il y a quelque chose d'intéressant. Le no bullshit aussi. Enfin, tu vois, juste le mot no bullshit. C'est pas forcément quelque chose que j'ai poussé au début, par design, quoi. Mais c'est quelque chose que les gens, en fait, répètent. Et ça, en tant que marketeur, et ça, c'est valable pas que sur un podcast, c'est valable pour tout. Il faut vraiment être à l'écoute de ce genre de petits trucs, de ces petits composants que les gens remarquent parce que c'est les choses qui te permettent de créer une identité qui est vraiment à toi et que les gens remarquent. Et c'est super important d'être toujours à l'écoute de ces petits trucs, ces petits détails. Est-ce que tu monétises ton podcast aujourd'hui? Non, alors j'ai une vision assez idéaliste, disons. J'ai une vision très long terme. Je me suis promis il y a quelques années quand j'avais lancé mon agence marketing
que j'avais aucune crédibilité, aucune réputation, aucune audience, et que au bout de 2 ans après, j'ai fait un burn-out. Je pouvais plus travailler devant mon écran, j'en avais marre, quoi. Donc j'ai tout arrêté. Je me suis promis à ce moment-là que jamais je recommencerai une boîte jusqu'à ce que j'ai une crédibilité, une réputation, quelque chose, une audience, quelque chose qui soit voilà là-dessus. Et la seconde chose dont je me suis promis, c'est que je voudrais voilà avoir vraiment passé du temps sur la marque, le concept d'avoir une identité, quelque chose que les gens remarquent et surtout quelque chose que les gens peuvent avoir confiance. Genre j'ai pas envie que ça soit un truc genre pendant 2 mois je fais un truc et ensuite je commence à vendre direct en oubliant leurs problèmes, etc. Donc je me suis promis de faire quelque chose un plus vachement long terme. Et la raison pour laquelle je fais pas de pub sur le podcast, c'est parce que j'ai envie de garder ce canal de communication pur. Et je pense que ça irait à l'encontre de la vision du podcast de faire des pubs, et surtout si c'est des pubs pour des logiciels ou des trucs dont je suis pas forcément utilisateur, des trucs comme ça. Donc j'ai fait le choix dès le début de pas le faire, et plutôt de choisir une stratégie plus long terme qui va être d'utiliser le podcast comme canal de communication pour moi-même quand je vendrai des produits ou des services ou quand j'aurai envie de faire des annonces. Au moins là, je sais qu'ils paieront attention et qu'ils vont pas passer la première minute du podcast parce qu'ils savent que c'est une pub et de toute façon qu'ils s'en foutent, quoi. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. C'est tout à fait questionnable, hein. Je sais qu'il y en a énormément d'autres podcasts qui sont très bien, qui ont des pubs. J'ai rien contre eux, mais moi, pour l'identité de la marque que j'ai envie de créer, j'ai décidé de pas le faire. Et donc, du coup, est-ce que tu as réfléchi aujourd'hui à une vision de long terme sur le podcast? Sur quoi est-ce qu'il va déboucher? À quel moment est-ce que tu ferais la bascule? À quel moment est-ce que tu te dis, OK, là, je l'ai construit cette audience, je l'ai construit cette réputation, je l'ai construit cette crédibilité que je m'étais promis de construire. Comment est-ce que tu réfléchis à cet élément-là? Parce que je suppose que tu es assez heureux dans ce que tu fais actuellement avec ton job, etc. Donc, comment est-ce que dans ce cas-là, tu réfléchis à, tiens, le podcast, à quel moment est-ce que je dois me dire, ça doit être un truc qui prend plus longtemps ou je dois mettre mon focus dessus? Comment est-ce que tu réfléchis à cette question? Quand est-ce que c'est assez gros? Quand est-ce que tu as atteint la bascule? C'est bien que ce podcast soit en français, parce qu'on va pouvoir parler ouvertement de ces choses-là. Ouais. Je pense pas qu'il y ait qui que ce soit d'autre dans ma boîte actuelle qui va écouter. Et puis de toute façon, voilà, je vais être transparent et honnête avec toi. Cette question-là, c'est une question que je me suis posée depuis presque le premier jour où j'ai commencé chez Roger. Ouais. En me disant quelle va être l'étape d'après. Parce que dans ma tête, honnêtement, Ojar, c'est l'une des seules boîtes au monde où je voulais travailler. Parce que voilà, ils sont remote, j'aime bien leur vision des choses, etc. Le produit, je l'utilisais avant, justement, parce que j'avais cette agence, donc je connaissais, etc. Mais moi, dans ma tête, depuis le début, c'était, je pense pas que je vais travailler pour une autre entreprise après, et j'ai toujours envie d'être un entrepreneur, etc. Donc après, c'est assez difficile pour moi de savoir quand exactement, mais encore une fois, j'aime parler de tranquillité là-dessus. C'est que je sais que le jour où je déciderai, je me sentirai prêt et j'ai envie de le faire quand la pression autour de moi est tellement forte de l'audience, des gens qui suivent, où ils ont vraiment, vraiment envie que je fasse quelque chose. Là, je me dirais, je me sens prêt, on va y aller. Donc, j'ai pas forcément d'objectif précis, mais si je peux te dire les choses qui vont arriver, que j'ai déjà prévues. Donc, la première chose, c'est que j'ai envie de passer d'un podcast à un environnement de ressources marketing. Donc, je vais annoncer dans les quelques jours qui vont arriver un nouveau format. Donc, au lieu d'avoir juste des podcasts audio, je vais aussi publier des interviews écrites. Mais c'est pas les interviews du podcast. Donc, en fait, je vais interviewer des gens qui sont pas connus dans le monde du marketing, qui sont trop occupés à faire du bon boulot, mais qui vont répondre à quelques questions bien précises, bien pratiques et bien no bullshit, et qui vont partager leur histoire, etc., etc. Donc là, ça c'est pour donner une raison aux gens de venir sur le site et voilà, de construire quand même un écosystème et une série de choses qui ont un peu plus de valeur. Et ça, c'est vraiment là pour avoir plus de personnes à contacter via ma liste email et commencer à avoir quand même quelque chose d'un peu plus intéressant. Et le deuxième truc que je vais faire, et ça, c'est la pression des auditeurs et des gens qui suivent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent, c'est d'avoir une communauté privée où les gens peuvent parler entre eux, etc. J'ai pas envie d'être au centre de cette communauté, pour être clair. En tout cas, c'est pas le but d'une communauté gratuite, mais c'est vraiment pour mettre en contact tous ces gens-là. Grâce au podcast, j'ai la chance d'avoir des relations super avec énormément de gens que je connaissais pas avant.
Et je sais que les mettre en contact avec les uns les autres, ça va être un truc de fou. Donc j'ai envie de donner accès à ces gens-là comme modérateurs et en fait leur laisser lancer et créer et cette communauté eux-mêmes. Bien sûr, moi j'en ferai partie, mais bon, je serai pas forcément au centre du truc. Donc voilà, avec ces deux trucs en plus, je pense que là on va commencer à avoir quelque chose d'un peu plus gros entre guillemets. Et puis bah l'étape d'après, ça va être soit de faire du coaching ou du coaching assez précis pour certains types de personnes, ou alors peut-être des formations, mais pas juste des formations. Je pense que j'aimerais bien faire une sorte de hybride entre des formations, communauté privée et coaching. Donc en fait, avoir genre pendant 6 semaines, leur donner quelque chose à faire, d'assez vachement précis, les accompagner pendant 6 semaines, de suivre les résultats, les aider les uns les autres, et puis passer à la suite. Mais là, pour être honnête avec toi, c'est quelque chose qui est difficile pour moi d'y penser parce que mon job me prend énormément de temps et mon esprit, mon cerveau est pas à 100% quand j'arrête de travailler ou tu vois. Donc en fait, il faudrait que je prenne quelques jours de vacances, quelques semaines pour me poser et en fait de réfléchir en disant voilà, ça sera la première chose que je vais faire en tant que modèle payant. Aujourd'hui, ton podcast, tu l'enregistres à quel moment? Je le fais après le boulot, les soirs. Donc, en général, je le fais vers 5-6 heures. Ok. Donc, tu arrives à concilier les deux. Parce que finalement, un podcast, il te prend quoi? Il te prend peut-être 1 heure pour trouver l'invité, contacter les gens, peut-être 1 heure de plus de préparation et 1 heure et demie, 2 heures pour enregistrer par semaine, c'est ça? Un peu moins. On va dire une demi-heure de préparation, 1 heure pour l'interview. Et puis, ouais, trouver des guests. J'ai une grosse liste. Donc, je vais dire entre une demi-heure, 1 heure. Donc, je vais dire moins de 3 heures par semaine. Et ta croissance, c'est entièrement du bouche-à-oreille aujourd'hui? Tu n'as jamais fait aucun groupe Facebook, aucun machin, c'est juste je vais interviewer des gens, je vais le mettre sur iTunes, j'attends que ça grossisse. Ouais. Et ça, c'est aussi c'est une expérimentation, ça a été une expérience que j'ai fait au début en disant on va voir si ce que je crée a vraiment de la valeur et on va voir si ça prend tout seul, quoi. Et en fait, j'ai eu le luxe depuis 3 ans d'avoir du temps. C'est-à-dire que je me suis jamais mis de pression en disant attends, il faut absolument que j'ai 100 000 écoutes dans les 6 mois, etc. Sinon, j'ai pas un business viable. En fait, j'ai le luxe d'avoir du temps en disant qui verra, on va voir ce qui va arriver. Et en fait, je me focalise seulement sur créer du très très bon contenu et inviter l'invité à partager l'épisode. Et ça grossit comme ça. Donc là, on en est à. Je fais aucune promotion. J'ai même pas l'esprit. Tu vois, mon cerveau est tellement embué des fois certains jours que j'ai même pas envie de partager quelque chose sur LinkedIn sur les épisodes de la semaine. Enfin, tu vois, le seul truc que je fais, c'est que j'envoie un email sur ma liste quand j'ai le temps, quand j'ai envie, quand je le sens, et c'est tout. Et là, on va dépasser, si tu comptes YouTube et podcast, je crois qu'on est à 700 000 ou 800 000 écoutes en tout depuis 3 ans. Et je sais qu'il y a d'autres podcasts qui en ont beaucoup plus, mais je suis quand même assez fier de me dire que toutes ces écoutes, elles viennent du bouche à oreille et c'est à l'ancienne, tu vois. Ouais. Ça me fait marrer d'y penser comme ça parce que ça va un peu à l'encontre de beaucoup de trucs que je vois qui sont vachement court terme, etc. Donc voilà, c'est possible de le faire, il faut juste avoir un peu plus de temps, quoi. Mais c'est vrai que selon ta stratégie, toute cette approche-là, elle est assez cohérente parce qu'une des particularités du podcast, c'est que tu peux pas pousser un podcast tant que ça. Et le podcast, tu peux pas hacker la courbe de croissance tant que ça. Et ça va vraiment être du bouche-oreille et c'est plus lent parce que ça prend du temps pour les gens de découvrir un podcast. Ça prend du temps pour eux de l'écouter. Ça prend du temps de devenir fan. Ça prend du temps de le recommander. C'est une grosse différence que moi je vois avec YouTube, par exemple. Où YouTube, tu peux avoir des effets de viralité qui sont extrêmement rapides. Sur l'horizon de la personne qui découvre ta chaîne, elle regarde une vidéo, 10 minutes plus tard, elle est abonnée. Sur un podcast, c'est pas exactement les mêmes cycles. Ce qui fait que plus tu as été sur le marché depuis longtemps et plus ça fait longtemps que tu publies et que tu construis ta petite baraque, plus ça va tendance à être gros et c'est un processus que tu peux pas court-circuiter tant que ça. Ce qui fait que ça te met dans une position assez cohérente pour toi qui est de maintenir ce processus avec relativement peu d'heures par semaine pendant le plus longtemps possible jusqu'à ce que l'effet cumulé rattrape et que le truc soit suffisamment gros. Et probablement, l'idée, c'est qu'un jour, tu seras dans une position où tu peux quasiment
lancer un truc et en jour 1, remplacer ton salaire ou en tout cas remplacer le coût de la vie sans avoir le stress de faire la transition. Et au final, pourquoi se mettre le stress de la transition quand tu peux continuer 12, 24 mois à construire ton truc avant de faire la bascule et te dire bah, je m'en fiche, en jour 1, j'aurai la bascule et je me retrouve plus dans la situation où j'ai été avant, où je me dis il faut faire du cash, quoi. Surtout si tu es sur du truc de créer du contenu, tu fais un podcast, tu fais des produits, c'est pareil, tu vois. Aller gratter du cash là-dessus, c'est pas aussi évident. À la limite, si tu es consultant, tu prospectes, tu vas à des conférences et tout, mais aller à des conférences pour promouvoir ton podcast, c'est pas, ça va prendre du temps, tu vois. Ça marchera peut-être, mais ça va prendre du temps. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc la vision, oui, c'est totalement ça. C'est être dans une situation où un jour, je sais que je peux me lancer et pas besoin d'être sous pression financièrement parce que je sais qu'il y a assez de gens qui me suivent et qui me font confiance pour donner de l'argent en échange de quelque chose qui soit de valeur pour eux. Et donc, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que je patiente. Mais c'est pour ça aussi que doucement mais sûrement, j'accélère. Donc là, j'ai lancé un nouveau site, par exemple. Je te dis pas ça juste pour le promouvoir. Il n'y a pas besoin d'aller le voir. C'est juste pour gagner en maturité. Donc, j'ai investi un peu dans le site pour avoir un design un peu plus poussé, etc. Il faut que je monte ma tête aussi bientôt. Donc, je vais investir dans un virtual photoshoot. Donc, avoir quelqu'un à distance, prendre des photos un peu plus professionnelles, mais tout en… Ça. Ben, en fait, il t'appelle par FaceTime, je crois. Okay. Et via ta webcam ou ton iPhone, ils prennent des photos. En fait, ils disent bah mets l'iPhone ici, toi tu vas là, tu vois. C'est assez marrant. Et en fait, moi ce que je veux faire, c'est que tu vois, il y a quelques années, c'est d'avoir la meilleure pose, le meilleur décor. Parce que du coup, c'est alors pour moi, je vais dire le but. Ouais, le but pour moi, c'est d'avoir une photo ou des photos qui représentent vraiment qui je suis. Okay. Et je sais que c'est un peu bateau ce que je dis, mais voilà, faut écouter un peu plus longuement pour comprendre ce que je veux dire par là. C'est que il y a quelques années, quand j'ai lancé ma première boîte, la première chose que j'ai fait, c'est aller avec ma fiancée à l'époque acheter un costume 3 pièces dans un magasin de vêtements parce que je me suis dit qu'un consultant d'une agence marketing, ça porte un costume. Et je suis allé ensuite sur les quais de Dublin, j'ai payé un photographe et on est allé sur les quais de Dublin, pas hors de pointe, mais pas loin. Et je me suis posé là, comme un gland, pendant 1 heure, à faire un photoshoot, en creusant les bras, etc., en étant tout sérieux. Enfin, quand j'y pense, ça me fait marrer. Mais qu'est-ce que j'étais con parce que c'est totalement pas moi, quoi. Tu vois, je suis allé vraiment à l'encontre de mon ADN, de qui je suis. Moi, je vais te dire, je me suis découvert grâce au podcast de plus en plus. Je me suis découvert en fait qui j'étais vraiment et comment les gens me définissent. Et c'est pour ça que je t'ai dit au tout début, je suis un peu cynique. J'aime bien aller à l'encontre de ce que les gens disent pour voir ce que les gens vont dire, tu vois, pour un peu les challenger. J'ai très très peu de temps pour la bullshit, tu vois. En fait, j'aime bien aller au fond des choses vraiment très rapidement. J'aime pas trop parler de trucs mondains, tu vois, qui ont pas d'importance. Et donc tous ces trucs-là m'ont fait dire, mais en fait, mais qu'est-ce que je faisais il y a quelques années à porter ce costume 3 pièces. Et donc ce que je veux faire là pour ce photoshoot, c'est que j'ai envie d'acheter tu sais, les emojis, le caca, là, les emojis. Voilà. J'ai envie d'acheter une peluche grand format de ça, et j'ai envie de faire des photos avec, en tapant dessus ou des trucs comme ça. Tu vois, j'ai envie de m'amuser. Tu vois, j'ai envie d'être la personne que je suis vraiment, et j'ai envie que les gens comprennent que ça c'est moi. Après, il y a des gens qui vont dire trouver ça nul mais peu importe parce que je suis beaucoup plus confortable avec l'idée de faire ça que de m'habiller avec un costume 3 pièces. C'est vraiment extrêmement intéressant parce que c'est un truc auquel j'ai jamais pensé. Je pense que moi, c'est un de mes blind spots, c'est cet élément de réflexion visuelle. Enfin, ça se voit un peu sur le décor de mes vidéos. Pendant très, très longtemps, j'avais juste un fond blanc. Et du coup, comment est-ce que tu représentes d'une manière visuelle et non pas par les mots ce que ta marque représente, ou dans mon cas, ce que Marketing Mania représente? C'est un truc que j'ai jamais vraiment trop travaillé. Tu vois, si j'ai genre une photo de moi, bah, c'est juste une photo de moi sur un fond blanc. Tu vois. Au mieux, c'est un fond rouge et je suis détouré en blanc comme c'est ma miniature YouTube, mais c'est le mieux que je sois capable de faire. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, à me dire, bah, tiens, ça c'est un asset. Pourquoi est-ce que, enfin, ta tête, elle communique rien, quoi. Ta tête, t'es juste un mec random qui ressemble à n'importe quel autre mec. Ma femme se fout de ma gueule parce que tous les mecs qui font du marketing web, ils se ressemblent. Tout le monde a des lunettes et une barbe et elle a exactement la même gueule que moi. On est blanc, on a la trentaine. Enfin, tu vois, avec un il y a t-shirt tous noir. ces trucs-là, donc avec t-shirt noir. Mais c'est pour ça qu'il faut
C'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Et moi, là, je suis sur ton site là, et c'est clair qu'en te parlant en plus, en te connaissant un peu, il y a peut-être une photo qui te permet de mettre un plus en valeur ou d'avoir être plus clair sur ta personnalité, ou peut-être pas. Mais de toute façon, voilà, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que Non. c'est vrai que Je te partage un truc, mais qui n'est pas le truc que je vais te partager. Je t'ai juste partagé mon calendrier. Attends. Je vais te montrer la meilleure photo. Pourquoi est-ce que… Non, c'est juste mon calendrier que je te partage. C'est ça ou tu vois non, Noah là, Kagan? tu me partages Twitter, ouais. Ah, parfait. Là, c'est la meilleure photo Ouais, ouais. de quelqu'un que j'ai vu Ouais, dans ma vie. Donc, c'est sur le compte Twitter, si les gens veulent aller voir, qui est Noah Noah Kagan. Kagan, Kagan. Et sur son compte Twitter, il a une espèce d'image. Donc, c'est la bannière de son compte Twitter où il est assis. Il a un espèce de short et un t-shirt avec marqué Austin. Il a un casque, je sais pas, de pompier et il tient une peluche. Et il fait une espèce de pose. Je sais pas, on dirait une pose de quelqu'un qui est Mais c'est dans les poses old ouais, school, tu sais, donc ouais, dans une c'est les affiche de anciennes propagande photos. soviétique. Je Bah sais non, moi pas. je le vois différemment. C'est les photos de lycée américains des années Ok, 80, tu sais, où ils faisaient des photoshoots où tu t'assois et en fait ils mettent deux photos interposées avec la grosse tête, ok. ta grosse tête et puis ensuite toi assis. Et ça c'est la caricature. Mais c'est un super exemple. C'est Et un ça, on en excellent. parlait il y a quelques minutes du positionnement, du packaging. Et quand tu commences à réfléchir à tous ces petits détails, s'ils arrivent à raconter une histoire qui est cohérente les uns les autres avec une vision, la vision que tu as et tes valeurs, etc., c'est là où tu commences à avoir à t'amuser et c'est là où tu commences à être clivant d'une façon où il y a certaines personnes qui vont être complètement d'accord avec ce que tu fais, ça va les faire marrer, et d'autres qui vont dire mais c'est qui ce con, et ils vont Hmm. passer leur chemin. Et c'est ça l'essence même du marketing. Tu peux pas plaire à tout le monde et c'est pour ça qu'il faut être clivant, sinon les gens remarquent pas. Et c'est ça que j'avais pas compris il y a quelques années. Et j'avais pas du tout réfléchi à ça. Et grâce à l'introspection et surtout grâce au fait de juste mettre du contenu pour les gens, d'être généreux et de donner et d'avoir des retours des gens, c'est là où tu commences à avoir une vision de toi beaucoup plus claire. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout envie de faire la pose normale du marketeur Qui, homme qui est sur blanc scène dans avec un la micro dans la trentaine. main. C'est… Voilà. J'ai Là, pour le surtout coup, pas envie de le faire. c'est le plus bateau que tu puisses faire, c'est ça. Regardez-moi, j'ai parlé devant des gens sur Et scène. c'est pour ça que mon nouveau site, j'ai pas de photo de moi sur la bannière parce que je n'étais pas trop content. Et Hmm. mon designer en a quand même mis une en bas où je suis en costume et j'ai bien hâte de la remplacer parce que j'ai l'air Hmm. parce que c'est pas moi, quoi. Et ouais, c'est des petits trucs comme ça, mais je pense que tous ces petits trucs s'accumulent et créent quand même une sorte d'identité, d'ADN qui permet encore une fois, d'être clivant et de se faire remarquer. Et dans le monde d'aujourd'hui où n'importe qui peut créer un site, n'importe qui peut lancer un podcast, n'importe qui peut créer un canal sur YouTube, etc., se faire remarquer, c'est primordial, quoi. C'est le positionnement, le packaging, c'est absolument primordial. Parlons un peu de Hotjar avant de terminer, en tout cas pour être certain d'avoir un peu placé d'abord ce que fait cette boîte. On n'en a pas parlé, même si je l'aurais dit dans l'intro. Et ensuite, quel est ton job en fait au quotidien? Tu fais quoi? C'est quoi ton travail? Alors, Hotjar, c'est un outil qui permet de savoir comment les gens utilisent son site internet. Donc en fait, c'est un très bon complément des outils analytics traditionnels comme Google Analytics. En fait, ça te permet de savoir comment les gens se comportent sur ton site, tout en gardant leur anonymité. Donc en fait, on masque toutes les informations personnelles. On n'a aucune façon de savoir qui ils sont derrière leurs écrans. On n'a on ne partage pas notre pixel avec d'autres services. Donc en fait, ça te permet de savoir, de voir comment les gens ont l'expérience de ton site, mais pas comment toi à l'expérience de Sophie. Donc, ça permet de savoir, voilà, d'avoir un segment, de regarder comment les gens se comportent sur ton site. Donc, il y a plusieurs outils à l'intérieur de l'outil, entre guillemets, qui permet de voir ça. Et donc, moi, ça fait 3 ans que je suis là-bas. Et la raison pour laquelle je travaille chez eux, c'est parce que justement, j'ai interviewé leur PDG avec le podcast. Et c'est grâce à ça que j'ai ensuite rejoint. Donc ton job actuel Et donc, vient du podcast aussi. oui, Ok, c'est grâce au podcast. intéressant. Donc, ouais, le PDG m'a envoyé un email après en disant, bon, on a une ouverture pour un job. Je pense que tu serais pas mal pour ça. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Je suis quand même passé par le, le, le process normal, Mhm. mais voilà, donc j'ai été embauché. Et donc, moi, quand j'ai commencé, je faisais du contenu. Enfin, je n'écrivais pas de contenu, mais j'étais en charge de la stratégie de contenu. Donc, quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout le canal communication, enfin le channel content, contenu, il n'était pas là. Il n'existait pas. On faisait
on générait presque aucun trafic et presque aucune nouveaux clients grâce au contenu. Et là, ça fait 3 ans, on a passé de zéro, enfin presque zéro à 150 000 visites mensuelles organiques et je crois 2000 nouvelles inscriptions par mois venant du contenu, spécialement du contenu. Et donc voilà, on a fait une méthode vachement journalistique. Donc moi, j'ai interviewé pas mal d'experts. Ensuite, j'avais mon éditrice qui écrivait. Et en utilisant du référencement naturel, on a réussi à gagner pas mal de positions et d'avoir pas mal de trafic, tout en, encore une fois, je me répète, mais tout en trouvant un positionnement pour chaque article qui était un peu nouveau ou un peu cynique, ou enfin, qui allait contre les idées reçues. Et ça m'amuse. J'adore faire ça, et c'est vraiment ça, le fil rouge de ma carrière. Les trucs que j'adore faire, c'est ça. Donc, pour n'importe quel article, on peut passer du temps à savoir, bon, tout le monde parle de genre persona de la même façon. Tu sais, la persona fictionnelle qu'il faut que les gens dans les équipes marketing vont faire un petit brainstorming autour dans leur salle de conférence en disant, bon, alors c'est qui notre persona? Et là, ils vont commencer à dire des trucs comme, il est marketeur, il est blanc, il a 30 ans, il a 2 enfants, il a voyagé vachement à l'étranger quand il était plus jeune, il adore la bouffe thaï. Tu vois, toutes ces conneries qui viennent de nulle part, mais de leur cerveau, quoi, alors qui sont pas du tout dans la vie réelle. Et en fait, nous, on prend chaque fois le contraire du truc en disant, mais attends, les personas, elles n'ont pas besoin d'être fictionnelles, elles peuvent être vraiment réelles, et voilà comment le faire, etc. Et en fait, voilà, c'était le truc que j'ai utilisé. Et là, ça fait 6 mois, 9 mois que j'ai passé, que je suis maintenant senior marketing strategist. Et pour tout te dire, j'ai refusé une offre de devenir directeur là-bas parce que j'ai envie de continuer de faire du marketing. J'ai pas envie de faire du management de marketeur. Et donc, j'ai plutôt choisi une route qu'ils appellent de contributeur individuel plutôt que manager, parce que j'ai envie de continuer de faire des trucs. Et donc là, par exemple, c'est moi qui ai revu le positionnement entier de Hotjar. Donc, on a renommé la plateforme c'était All-in-One Analytics and Feedback. Maintenant, ça s'appelle Behavior Analytics. Ce que je t'ai dit au tout début, quand tu m'as demandé ce que c'était Hotjar, la petite définition disant que c'était un complément des outils analytics traditionnels. Ça a l'air simple comme ça, mais il y a énormément de débats là-dessus en interne. Moi, j'ai fait toutes ces recherches là-dessus. Donc voilà, donc le positionnement, le packaging de Hotjar en général, ça c'était l'un des derniers projets. Et puis là, récemment, en fait, ils m'utilisent vachement pour tester des nouveaux canaux de distribution, des nouveaux canaux de communication. Par exemple, là, je suis en train de tester tout ce qui est au niveau des co-marketing et partnership, donc les partenariats. Est-ce que ça peut marcher pour nous? Donc là, je me suis lancé dans un projet pendant 2 mois en essayant de trouver, encore une fois, quelque chose d'intéressant où on pourrait faire des partenariats avec des grosses boîtes qui complémentent ce qu'on fait, et de faire un événement virtuel. Tout le monde fait des événements virtuels, mais de trouver encore une fois un positionnement et packaging bien différent. Et là, on va le lancer dans la semaine. C'est un événement virtuel au lieu d'avoir des présentations d'1 heure où c'est gonflant, c'est ennuyant parce que personne dit rien, tout le monde vend son truc. On fait des présentations de 5 minutes. Donc, chaque invité a 5 minutes pour faire un truc, pour parler quelque chose. Et ensuite, on passe au suivant et on passe au suivant. Et grâce à cette stratégie, encore une fois, d'un positionnement un peu différent, on a eu plus de 10 000 personnes qui sont enregistrées, et c'est pas encore fini, et le truc n'a pas encore commencé. Donc, voilà, encore une fois, c'est ce fil rouge là que j'aime bien faire. Je pense que maintenant, ils m'utilisent pour ça, pour vraiment trouver quelque chose d'un peu original qui permet de se démarquer et de voir si ça peut ramener du revenu au long terme. Oui, pour terminer cet épisode, il y a 3 questions que je pose à tout le monde. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Ouais, eh ben c'est le livre que les invités me disent le plus, recommandent le plus, c'est le livre par Cialdini, de Principle of Persuasion, Influence. Je sais que toi aussi tu es un grand fan de ça, de ce bouquin, mais c'est l'une des bibles. Mais je vais te dire que j'ai découvert le marketing grâce à un autre bouquin qui, je pense, soit ils l'ont écrit ensemble, ça c'est pas loin. C'est un bouquin en français qui s'appelle Le Petit Traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens.
Ouais. Et c'est le premier livre que j'ai lu sur le domaine du marketing quand j'avais 17-18 ans. Mon grand frère me l'avait donné et c'est grâce à ça que j'ai commencé à m'intéresser là-dessus. Donc voilà, tous les livres qui touchent à la psychologie humaine et pourquoi on réagit d'une certaine façon, pourquoi on se comporte comme ça me passionne parce que c'est le principe premier du marketing. Si tu pouvais revenir en arrière et voir le Louis quand tu avais 20 ans, quel conseil est-ce que ce mec-là, il a besoin d'entendre? Il a besoin d'entendre que t'es pas un expert, tu connais rien. Donc, au lieu de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, oriente-toi vers les personnes qui connaissent et parle-leur, discute, etc. Et puis, sois généreux. Au lieu au lieu de prendre des gens sans donner en retour, donne d'abord et tu verras que la suite sera beaucoup plus simple. Finalement, est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit? Est-ce qu'il y a un proverbe, une citation qui me vient souvent à l'esprit? Ce que je t'ai dit il y a quelques minutes sur la tranquillité, la façon dont le stoïcisme définit la tranquillité, cette manière de penser que je sais que le succès arrivera ou je sais que ce que je veux arrivera, je sais juste pas quand. Écoute, sur ces mots de sagesse pour terminer, j'adore cette question de la citation, tu vois, pour terminer. Il y a beaucoup de gens qui ont la même réaction que toi, qui sont, putain, mais qu'est-ce qui me pose de citation? mais ça fait toujours, tu vois, c'est une bonne manière de terminer le podcast. Merci Louis d'être venu partager avec nous. On mettra les liens vers ton podcast et vers ton site dans la description de l'épisode. Vous pouvez cliquer là-dessus pour aller retrouver Louis. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez envie de recevoir ma newsletter du lundi matin où je partage mes meilleurs liens, mes meilleures idées et les meilleures réflexions de la semaine sur le marketing, la persuasion, la psychologie humaine et ce qui se passe dans le monde en ce moment, vous pouvez vous inscrire sur marketingmania.fr/mix pour recevoir la newsletter dans votre boîte mail chaque lundi matin. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.